Les États-Unis d'Afrique. Voilà le projet de la grande figure du panafricanisme. Il s'appelle Kwame Nkrumah. Il a été le premier président de la République du Ghana indépendant. Il voulait effacer les frontières et intégrer tout le continent africain et faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix. Kwame Nkrumah lance le projet des États-Unis d'Afrique à une époque où la quasi-totalité du continent africain est sous domination coloniale. Dans sa jeunesse, il a étudié 10 ans aux États-Unis. Et puis, en 1945, il part en Angleterre pour participer au 5e congrès panafricain qui se déroule à Manchester. Un congrès différent des précédents congrès, car cette fois-ci, les Africains sont majoritaires. Et oui, d'habitude, ces conférences se tiennent en Occident déjà et sont gérées par les Occidentaux, toujours dans un esprit de contrôle de ce qu'il se passe en Afrique. D'ailleurs, il faudra attendre le 6e congrès panafricain en 1974 pour qu'il se tienne enfin sur le continent africain, en Tanzanie exactement. À l'issue de ce 5e congrès, on proclame que maintenant, l'enjeu, c'est de libérer l'Afrique. Kwame Nkrumah tente de convaincre ses camarades d'Afrique francophone, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les responsables africains francophones préfèrent se retrouver au sein de l'Union française, qui est proposée par la France d'après-guerre. En fait, il sera toujours bloqué par les tenants de la France-Afrique, que ce soit Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Omar Bongo, entre autres. C'est cette idée mortifère que la France doit garder le contrôle de toutes ses anciennes colonies. Et pour garder le contrôle, il faut absolument bloquer le panafricanisme. C'était l'idée des Occidentaux de créer en Afrique une multitude d'États non viables avec des frontières ingérables et des États très difficiles à gouverner. Sans parler de la déstabilisation constante et systématique de tous les gouvernements en place dans les pays d'Afrique francophone. En 1948, Nkrumah est à Accra, la capitale du Ghana, et il s'implique en politique dans l'optique de libérer son pays, ce qui lui vaut d'être jeté en prison par les autorités coloniales britanniques. Plus tard, il sera élu à la tête du gouvernement depuis sa cellule de prison. Il dirige donc à présent la colonie de la Gold Coast, qui est l'ancien nom colonial du Ghana. Gold Coast, ça veut dire côte de l'or, vous voyez, tout un programme. Les colons ont nommé ce pays le pays où on peut amasser de l'or. Kwame Nkrumah multiplie les concessions pour rassurer les autorités britanniques. Il peut donc rapidement développer les infrastructures de son pays. Les domaines de l'éducation et de la santé enregistrent des progrès spectaculaires et les femmes obtiennent le droit de vote en 1954. Le Ghana devient alors la terre de retour d'un grand nombre de militants panafricains venus des États-Unis et des Caraïbes. Les succès obtenus par Nkrumah obligent alors le Royaume-Uni à concéder l'indépendance. Elle est proclamée en 1957 et c'est la naissance de la République du Ghana. Un an plus tard, la Guinée, qui est dirigée par Ahmed Sékou Touré, refuse d'entrer dans la communauté française et Sékou Touré dira à De Gaulle qu'il préfère vivre libre dans la pauvreté plutôt que riche dans l'esclavage. Kwame Nkrumah tend alors la main à la Guinée et se met en place l'Union Ghana-Guinée. Il va alors organiser une grande conférence panafricaine à Accra, la capitale. Ça rappelle un peu comme l'AES, un peu comme l'AES. Et il va inviter les grandes figures de l'histoire du panafricanisme, comme par exemple l'écrivain Frantz Fanon, qui écrit beaucoup de livres sur la condition de l'homme noir, et qui en plus est très impliqué politiquement, car il se bat à l'époque pour l'indépendance de l'Algérie. Et il y a aussi Patrice Lumumba, qui vient du Congo, qui à l'époque est encore belge, et qui à ce moment-là soutient les positions de Kwame Nkrumah. Lumumba sera... Pour Patrice Lumumba, à part si je me trompe, les films que j'ai vus de lui, plus jeune, c'est des films où c'est lui le méchant. Bon, bref, c'est juste une petite parenthèse comme ça pour dire qu'en fait, peut-être qu'on nous a menti sur qui il est réellement. La grande figure de l'indépendance du Congo. En 1960, c'est la grande vague d'indépendance des pays africains. Et justement, Nkrumah veut réunir le continent africain au plus vite, sans attendre que les pays se mettent tous d'accord, et surtout qu'il ne laisse pas les Occidentaux torpiller cette ambition. Le Ghana fait partie du fameux groupe de Casablanca, qui considère qu'il faut mettre en place une charte qui interdit la signature d'accords militaires avec des pays non africains. Une charte qui autorise la libre circulation de tous les Africains partout en Afrique et qui établit un commandement suprême sur les questions militaires et aussi une diplomatie commune. Ce groupe de Casablanca veut aussi faire la jonction avec les luttes qui sont menées aux États-Unis ou en Angleterre contre les systèmes racistes et ségrégationnistes.
Le mouvement pour les droits civiques comprend qu'il faut aussi s'appuyer sur les États africains indépendants. C'est ce que comprend très vite Malcolm X quand il fait sa tournée en Afrique, et c'est aussi la position de Martin Luther King vers la fin de sa vie, qui comprend que les choses vont réellement se jouer en Afrique. Ce mouvement panafricaniste, C'était aussi le souhait de... Comment il s'appelle? L'ancien président de la Libye qui est très connu là. Oh, j'oublie son nom. Mais vous savez de qui je parle. Oui. C'était aussi son souhait de créer l'Union africaine, de rassembler toute l'Afrique, etc. Ça n'a pas marché. Mais c'est un projet qui peut encore aboutir. sera en permanence stoppé par des vagues d'assassinats de militants et de chefs d'État africains. Ce complot permanent, qui est terrible et meurtrier, commence avec Patrice Lumumba, trahi par les siens, et livré à ses assassins avec la complicité des services secrets occidentaux. Il y aura par la suite des dizaines d'assassinats, des disparitions suspectes et des coups d'État orchestrés par l'Occident pour défaire dans Et le pire dans ça, c'est que partout ça a été presque la même chose. Et qu'en plus de ça, vous voyez les budgets, on dit en fait, c'est. Il y a pas un pays africain, par exemple, qu'on a pris, qu'on a réussi à coloniser avec d'énormes budgets. Ça n'a pas coûté aussi cher que ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui, voilà, qui énerve encore plus. C'est que c'est facile, en fait. C'est ça qui énerve. C'est que c'est facile. Et que l'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est la trahison. La trahison des proches. Les élites qui seront trahies par leurs proches. C'est c'est récurrent même au Cameroun avec le mouvement de l'UPC et Umniobé. Umniobé, c'est la même chose. Et il se fait trahir par un de ses proches. Voilà. Et même dans l'histoire, si je me rappelle bien du Mali, Samori Touré, tous ces grands leaders-là, c'est aussi tout simplement pourquoi? Parce que leurs proches se sont vendus pour je ne sais pas quoi, pour du whisky, du tissu, des trucs vraiment idiots, quoi. le sang toute tentative d'unité africaine. C'est cool comme vidéo.